Bon, ok, en tout cas, bah, merci, bonjour et à toutes et à tous. Je vous remercie de prendre ce temps-là pour votre présence à ce webinaire qui va être dédié principalement à l'histoire, hein, l'histoire de géo, à la matière et à l'usage. Et on accueille pour nous parler de cet usage et de cette matière, on accueille deux éditeurs de ressources numériques. L'un étant un manuel numérique, pardon, et l'autre une ressource numérique. Donc nous commencerons par Histoire à la carte, que peut-être certains d'entre vous connaissent. S'ils ne connaissent pas, Vincent se propose de vous présenter Histoire à la carte. Et nous accueillerons par la suite le manuel numérique Alep 99, qui est représenté par Ralph, Jacob et Barbara, sauf erreur. Qui prendront la suite de Vincent pour nous présenter leur solution numérique. Je présente rapidement LDE. Donc moi, je m'appelle Olivier Luet. Je m'occupe du marketing et du développement des projets numériques pour LDE. LDE, c'est un libraire scolaire qui existe depuis 20 ans, qui s'est construit sur le manuel papier, puis le manuel numérique, puis les ressources numériques. Je crois qu'on doit avoir le catalogue le plus étoffé, qu'on propose le catalogue numérique le plus étoffé. On édite aussi une plateforme de construction de cours qui s'appelle PopLab. Si vous souhaitez en savoir plus, je pourrais vous en dire un peu plus. Je me ferai le maître du temps. Donc Vincent, 5 minutes avant le temps qui vous sera imparti, je vous ferai un petit signe. Donc ne vous occupez de rien. Je m'occupe de tout. Et donc du coup, je vous laisse la parole, Vincent. Alors bonjour à tous. Je crois que vous avez des profils un peu assez divers, que vous n'êtes pas tous enseignants en histoire-géographie, en tout cas. Donc, je vais essayer d'être très court dans la présentation et puis on continuera à échanger autour de questions et de réponses. À mon avis, ça sera peut-être plus astucieux on peut faire comme répondre ça, un peu à ce que vous attendez. Alors, histoire à la carte, en quelques mots. D'abord, c'est une banque de données, une banque de ressources qui propose de courtes vidéos explicatives ou pédagogiques qui portent sur des sujets d'histoire. Alors, ces vidéos, elles ont quelques points communs. D'abord, tous les textes sont écrits par des historiens, un certain nombre de professeurs du secondaire, mais surtout des universitaires, enseignants ou chercheurs type CNRS. Tous ces textes s'appuient sur une représentation cartographique pour illustrer le propos. Et toutes ces vidéos sont courtes. Elles font en moyenne entre 4 et 5 minutes. Voilà, la durée est très peu s'écarte de cette durée-là. Alors, il existe beaucoup d'exemples de vidéos qui se présentent sous la forme d'une animation cartographique. Qu'est-ce qui fait un peu notre spécificité ? D'une part, le nombre de ces vidéos. Actuellement, on doit avoir en ligne de l'ordre entre 650 et 700 vidéos historiques en 3 langues, anglais, espagnol, français. Ce nombre-là, il est régulièrement augmenté et notre projet, c'est de réaliser un vidéo atlas encyclopédique voilà, dont le nombre de thèmes et de sujets est à peu près infini. Deuxième caractéristique, c'est le souci que l'on a d'être clair, d'être pédagogique, d'être attractif, à la fois dans nos textes et dans nos animations. C'est probablement notre marque de fabrique. En tout cas, c'est ce que les gens mettent en avant quand ils nous écrivent pour nous dire des choses gentilles sur notre travail. Alors, j'ai noté deux mails qu'on a reçus parmi un grand nombre. Il y a un Américain de 35 ans, quand on a mis en ligne la série de cartes sur la Première Guerre mondiale, un Américain qui nous a écrit en disant « J'ai 35 ans, je n'avais jamais compris comment avait éclaté la Première Guerre mondiale. Maintenant, en quelques minutes, j'ai tout compris. Merci. » Voilà, c'était où on a un enseignant français qui est professeur d'allemand, donc qui n'est pas professeur d'histoire, qui est professeur d'allemand, et qui nous a écrit « Je viens de découvrir votre carte sur le blocus de Berlin.
et de l'envoyer à mes élèves. Merci pour ces 2 minutes 48 d'une clarté incomparable. Voilà, c'était donc le type de réaction qu'on a sur nos cartes. La qualité scientifique et pédagogique de nos vidéos est également attestée par des demandes régulières que l'on a de la part de musées ou d'associations culturelles diverses pour inclure telle ou telle de nos cartes dans les manifestations qu'ils font, dans les expositions. On a eu pas mal de demandes de musées américains sur la Première Guerre mondiale, le musée de Melbourne également. Actuellement, par exemple, on est en train de travailler avec l'Institut du monde arabe et le musée de l'histoire juive, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle exactement, à Paris, qui font une mallette pédagogique ensemble. Donc, ils utilisent un certain nombre de nos cartes sur l'histoire de Jérusalem, entre autres. Au-delà de cette recherche de qualité pédagogique, un point que j'aimerais souligner, c'est la très grande attention que l'on porte à proposer une ressource simple d'accès et simple d'utilisation. Techniquement, elle peut être consultée sur tous les types d'écrans, ordinateurs, tablettes, smartphones. Il n'y a aucune application d'aucune sorte à charger. Et notre ressource est compatible en France avec le GAR, EasyDoc, Aurélie et tous les ENT. Alors, Histoire à la carte existe depuis plusieurs années et on peut dire quelques mots sur son utilisation. Alors, du fait qu'elle existe en 3 langues, d'abord, l'histoire à la carte, ou The Map as History, ou La Historia en Mapas en espagnol, est utilisée dans un grand nombre de pays du monde, en tout cas dans le monde occidental, les pays francophones, les États-Unis, le Canada, l'Australie, les pays scandinaves et beaucoup de pays européens à travers la version en anglais. Le spectre du public est extrêmement large. Depuis le grand public, on a un certain nombre de personnes qui s'abonnent à Histoire à la carte à titre individuel pour un usage individuel ou familial. Et puis, en ce qui concerne les établissements d'enseignement, depuis le collège jusqu'aux universités. On a une grosse dizaine d'universités françaises qui sont abonnées à Histoire à la carte. L'université Jean Moulin à Lyon, l'université de Nanterre, de Nantes. On a aussi plusieurs universités américaines, dont certaines prestigieuses. On a l'université de New York, on a le MIT, on est en train de discuter avec Princeton. Voilà. Donc, il y a comme ça, l'éventail est extrêmement large. Alors, ce qui nous permet un peu ce grand écart, c'est d'abord que les cartes sont très variées. Il y a un certain nombre de cartes qui manifestement s'adressent plus à des universitaires qu'à des scolaires. Mais les scolaires, ils trouvent leur compte dans des tas d'autres cartes. Et puis, pour un certain nombre de thèmes, on a développé des versions scolaires et puis des versions plus pointues. Je peux aller vous montrer un peu une chose. Si on va dans la liste des cartes sur la naissance de l'islam et l'empire arabo-musulman, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Oui, si, tout à fait, on voit bien. Voilà, donc il y a 2 cartes sur les conquêtes arabes. C'est les conquêtes arabes, la période est divisée en 2 parce qu'effectivement, il y a 2 temps, 634, 660 et 660, 751. Et puis, il y a une carte dite version scolaire qui traite du même sujet, mais à travers une seule carte parce que, bon, on rentre moins dans les détails et ça permet effectivement de rendre compte de ce sujet pour un public de scolaires. Alors, peut-être dernière chose, et puis peut-être avant de rentrer dans du contenu, en même temps que les cartes, ou parallèlement aux cartes, on propose un certain nombre de frises chronologiques. Là, par exemple, il y a une frise sur, on va mettre en ligne, elle n'est pas encore aujourd'hui, une frise sur des cartes sur les croisades. Voilà, et il y a une grande frise chronologique sur les croisades, donc on peut la faire défiler.
Et puis, il y a des petits i indiquant que on peut avoir un petit complément d'information voilà, sur les termes portés sur la frise. Je vous montre peut-être un deuxième exemple de frise qui est un peu différent. Par exemple, sur l'histoire de Jérusalem, voilà, c'est la possibilité, donc c'est une frise qui défile comme ça, et l'ensemble des cartes qui permet de couvrir la période, l'histoire de cette ville sur 3000 ans, hein, en gros, depuis la Jérusalem de David jusqu'à aujourd'hui, sont positionnés sur cette frise. Et si vous voulez aller regarder les animations à chaque fois, vous pouvez les déclencher depuis la frise. Là, vous avez Aelia Capitolina, c'est donc la Jérusalem romaine. Puis si on défile toute la période byzantine, la Jérusalem franque, la Jérusalem ville islamique, la Jérusalem ottomane, et à chaque fois on peut lancer des animations. Jérusalem au 19e, le titre c'est Jérusalem sort de ses murs, et puis la question de Jérusalem depuis. L'interactivité qu'on peut déclencher, c'est quoi? C'est du fichier PDF? Non, je vous la déclenche, c'est une animation, vous allez voir. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la communauté internationale se penche une nouvelle fois sur le sort de la ville sainte. D'accord, ok. Donc, la frise, en fait, déclenche des cartes interactives, en fait. Voilà, on peut les animations sont mises sur la frise. On peut se balader de la frise à une animation et de l'animation à la frise. Voilà. D'accord, très bien. Merci. Alors, si on regarde de façon un peu plus précise en France, les cartes dans les établissements abonnés sont bien sûr utilisées par un certain nombre d'enseignants en histoire, géographie. Alors, c'est soit, quand on discute avec les gens, c'est soit en classe pour illustrer un cours, soit au CDI ou à la maison, en pédagogie inversée ou pour approfondir un sujet. Les types d'utilisation sont très variés. Il y a quelques jours, il y a un enseignant me disait, par exemple, que quand il fait des cours sur la guerre froide, comme on a un certain nombre de cartes sur la guerre froide, le blocus de Berlin, la crise des missiles, la guerre de Corée ou la guerre du Vietnam, il fait plusieurs groupes dans sa classe. Chaque groupe va travailler sur une des cartes qu'il a sélectionnées. Et puis ensuite, chaque groupe fait un exposé pour les autres. Enfin, voilà le type d'utilisation qui sont faites. Comme les durées sont très courtes, 4-5 minutes, c'est très facile à mobiliser dans le cadre de séquences de cours. Mais c'est aussi utilisé, alors bien sûr, avec les versions en anglais et en espagnol, dans les écoles où il y a les sections européennes, je ne sais pas si c'est le terme exact, enfin, où des cours d'histoire-géographie se font soit en anglais, soit en espagnol. C'est utilisé aussi par d'autres. On sait, assez régulièrement, il y a des enseignants de lettres qui nous disent qu'ils projettent des cartes dans le cours, dans le cadre de leur cours, quand ils parlent de la Grèce antique ou des choses comme ça. Par exemple, il y avait ce que je vous ai cité tout à l'heure, cette appréciation que nous avait envoyée ce professeur d'allemand. Voilà un professeur d'allemand qui, à un moment, a envoyé ses élèves de classe d'allemand se renseigner sur l'histoire de l'Allemagne, et en particulier, en l'occurrence, le blocus de Berlin. Est-ce que ce que montre vous avez encore 7 minutes, donc tout va bien. Est-ce que l'interface de l'élève est identique à celle du professeur ou de l'enseignant? Oui. D'accord. Okay. Mais c'est l'enseignant qui pousse les cartes? L'enseignant, il s'en sert il y a aussi, pardon, une dernière chose. Il y a beaucoup d'utilisations qui sont faites aussi dans le cadre du CDI, hein, des élèves qui font des exposés, des choses comme ça, ou qui sont un peu curieux d'histoire. Je sais que c'est pas forcément majoritaire, mais enfin, il y en a quand même un certain nombre, effectivement, qui se baladent un peu à leur initiative propre, soit chez eux, soit dans le cadre du CDI, sur certaines de nos cartes. Hein. Je ne suis pas sûr que j'ai répondu vraiment à votre question. Moi, en fait, ma question, c'était, si je me mets à la place des personnes qui vous écoutent, c'est
comment moi, enseignant, si je m'inscris, après on parlera des niveaux tarifaires, parce que vous avez des inscriptions, enfin un modèle sur un nombre, c'est des licences plutôt établissement avec un nombre d'élèves. Oui. Si moi je suis enseignant, est-ce que je peux pousser une carte ou deux cartes à des élèves, à une partie de la carte, à une partie de ma classe, à un groupe de ma classe ou à toute ma classe? Comment ça fonctionne? Ou est-ce que c'est un lien que je donne à mes élèves? Oui, c'est un lien. Par exemple, quand les écoles accèdent avec avec des codes d'accès, un nom d'utilisateur. Bon, ce code d'accès est donné à l'ensemble des membres de l'établissement scolaire, enseignants et élèves. Donc, il donne l'URL et les codes et le numéro de la carte, et les élèves vont la consulter. D'accord, donc en fait, soit au CDI, soit chez eux. Pardon? Non, en fait, vous avez créé un gigantesque atlas dans lequel l'enseignant, suivant la thématique qui est la sienne au jour où il utilise notre ressource, en fait, va piocher telle ou telle carte ou telle ou telle frise interactive lui permettant d'illustrer son propos. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Okay. C'est un petit peu ce qu'on souhaite en termes de facilité d'utilisation. Voilà, je crois que est-ce que je peux peut-être vous montrer un peu la question du découpage. Comment on souhaite que toutes les vidéos soient relativement courtes, et que quand on traite des sujets un peu larges, donc on multiplie le nombre de vidéos. Et la première réflexion avec les historiens porte sur la façon dont on découpe. À la limite, quand on écrit un livre, c'est un peu pareil en termes de chapitres. On va illustrer le propos avec peut-être, je sais pas, la Première Guerre mondiale. C'est comment ça a été découpé. D'abord, il y a une frise chronologique. Il y a la façon dont ce qui précède la guerre. Ça se termine par le découpage, le redécoupage de l'Europe à la fin de la guerre, et puis le déroulement lui-même. Il y a des cartes qui permettent de traiter, c'était très annuel le déroulement de la Première Guerre mondiale. Donc on a les offensives en 14, on a l'année 1915, l'année 1916. Voilà comment on monte comment on organise toute une série de courtes vidéos pour arriver à couvrir et à se promener à l'intérieur de cette question de la Première Guerre mondiale. Je suis en train de penser à quelque chose. On est aussi en train de développer, on va multiplier ça, des petits supports pédagogiques ou outils pédagogiques en prolongement des cartes. On vient d'en faire un on vient de faire une carte sur la construction européenne. Okay. Les étapes de la construction européenne. Parallèlement à ça, on a mis ce qu'on met activité pédagogique. Alors, on a une carte. Donc, dans le déroulement, si on lance l'animation, ça vous explique comment ça s'est passé depuis la fin de la guerre jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'au Brexit inclus. On propose des cartes interactives. Les membres de l'UE, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Les pays de la zone euro, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Les pays de l'espace Schengen, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Voilà, des outils de cette nature. On a des choses plus, voilà, je crois qu'on appelle ça des glissés-déposés, pour que les élèves se remémorent un peu où sont situés les différents pays européens. Si je le mets là, c'est bon. Si je me trompe, ça ne marche pas. Alors, ce type comme ça, d'outil pédagogique, on va le multiplier. Alors, à chaque fois qu'on écoute une animation, enfin une vidéo, d'abord, on peut l'arrêter en cours de route si on veut. À la fin, on peut afficher le texte du commentaire sonore.
hein. Et puis on peut l'afficher, on peut l'imprimer, on peut le copier, le sélectionner, le copier. Voilà, on a même fait des scripts un peu illustrés. Voilà le texte. Et puis voilà, à côté, il y a les états de la carte. Ce que je vous propose, c'est là, on est arrivé à la fin du temps qui vous est imparti. Donc, merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice, Vincent. Bah, je vous en prie. Moi, j'ai deux questions. En fait, c'est pas deux questions, mais deux commentaires. Le premier étant que, sauf erreur de ma part, vous êtes une ressource qui est compatible GAR. On est compatible GAR, on est compatible EasyDoc, on est compatible tous les ENT, on est compatible Corellis, on a embrassé tous les… Donc ça, c'est important. Et pour parler du coût, puisque c'est souvent une question qui vient, corrigez-moi si je me trompe, Vincent, hein, vous avez 3 niveaux de tarification. Une tarification établissement qui est pour les établissements de moins de 700 élèves, qui s'établit à 220 €, je crois. Une tarification qui est pour les établissements de 700 à 1500 élèves qui s'établit à 300 €, et une tarification pour les établissements qui sont à plus de 1500 élèves. On est… effectivement, il y a… Bon, le prix dépend de la taille de l'établissement. C'est ça. Et on propose aussi plusieurs formules. C'est soit il y a des établissements qui nous demandent des versions uniquement pour les enseignants, pas pour les élèves. Donc on propose un prix moins élevé. Et puis, soit c'est un abonnement pour toutes les versions linguistiques, les 3 versions linguistiques, soit seulement pour le français. Donc, on fait aussi une petite différence de prix. Alors là, de mémoire, à mon avis, ça doit être la tarification maximale que vous avez donnée, c'est-à-dire pour tous les… Oui, comme c'est à travers le GAR, vous savez, c'est tous les… Tout à fait. Merci beaucoup, Vincent. Donc, je vous laisse la parole à Barbara, Jacob et Ralph. Alors, je ne sais pas qui veut intervenir en premier. Vous avez donc une demi-heure et je me referai le maître du temps comme je l'ai fait avec Vincent. Génial. Merci beaucoup pour cette opportunité. On est vraiment ravis de pouvoir vous présenter Aleph 99. Alors, Aleph 99 est une collection de manuels scolaires 100% numériques, composée de cours que les enseignants peuvent entièrement personnaliser, accompagnés d'une base de ressources documentaires très, très riche. On va vous présenter notre plateforme qui représente une philosophie nouvelle, une approche unique et un outil pédagogique d'apprentissage vraiment puissant. Donc, le thème qu'on va couvrir, en l'occurrence ici, c'est pour la rentrée 2022, c'est l'histoire et la géo pour le lycée en voie générale. Alors aujourd'hui, pour m'accompagner dans cette présentation, j'ai mon associé et cofondateur Jacob Schlottmann, qui est docteur en histoire, réalisateur de vidéos d'histoire pour TV5 Monde et fondateur d'une chaîne YouTube dédiée au thème d'histoire, qui a déjà plus d'1 million de vues. Et Barbara Jaman-Capua, qui est professeure agrégée d'histoire géo, enseignante, formatrice académique et coordinatrice et auteure pour les manuels scolaires numériques d'Aleph 99. Alors, Aleph 99 a été fondé sur des principes d'ouverture technologique, avec des logiciels ouverts, alors pour ceux qui connaissent Moodle et Resource Space, et de l'utilisation de la puissance du numérique et de la qualité des ressources pour offrir des parcours pédagogiques complets, et néanmoins personnalisable avec beaucoup de simplicité. La plateforme n'utilise que de la haute qualité documentaire, par exemple de la HD, 4K, des dernières technologies de cartes géoréférencées, de l'interactivité H5P, des bases de données denses et mondiales. Olivier posait la question tout à l'heure sur les modes d'accès. Aleph 99 est accessible par le GAR pour les ENT qui sont connectés. Et enfin, pour conclure, avant qu'on embraye sur la présentation que va vous faire Jacob, une caractéristique vraiment qui est très, très importante dans nos manuels scolaires est que les enseignants ont un accès privilégié à tous les contenus, de tous les niveaux, quelles que soient les classes auxquelles ils font cours, et ils peuvent modifier les manuels à volonté et décider comme ils le souhaitent de la mise à disposition des élèves. Donc, on va vous présenter pendant une quinzaine de minutes les 2 modules de la plateforme, la partie cours, la partie ressources et leur interaction, et vous donner des exemples de contenus et de fonctionnalités. On va vous montrer en particulier comment les manuels sont totalement personnalisables par l'enseignant tel qu'il le souhaite. Et puis, à la fin, je vais échanger un peu avec Barbara qui, comme je vous l'ai dit, est coordinatrice des contenus. Et puis, on ouvrira évidemment aux questions. Donc, Jacob, je te passe la main.
Voilà, donc je veux un petit peu reprendre ce qu'a dit Ralph. Notre première conviction a toujours été de partir sur des outils open source, des formats ouverts, pour ne pas enfermer les enseignants dans un système propriétaire. Et donc, d'où le choix de baser notre partie cours sur Moodle, le système de gestion d'apprentissage le plus répandu, et dont le format de fichier pourrait devenir, j'en suis convaincu, un format d'échange entre les plateformes, donc une façon de pérenniser les contenus créés par les enseignants et bien sûr aussi par les éditeurs. Donc, vous avez ici une page d'accueil d'une version adaptée de Moodle qui se conforme aux requis du GAR. Elle permet voilà, faut cliquer sur la ressource. Donc, voici la page d'accueil. Elle permet à l'enseignant d'accéder à ses contenus pédagogiques, de les construire, de les modifier et bien sûr de les mettre à disposition des élèves. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails des fonctionnalités très riches de Moodle. Nous souhaitons juste vous montrer comment ce logiciel ouvert peut être un vecteur pour mettre nos propres contenus à disposition des enseignants, mais aussi comment ces contenus sont ensuite éditables et modifiables. Alors, deuxième point, nous sommes aussi convaincus que créer des contenus pédagogiques numériques ex nihilo est quelque chose de complexe. L'idée est donc d'offrir à l'enseignant et par-delà aux élèves des contenus prêts à l'emploi, des manuels conformes au programme scolaire, mais des manuels qui peuvent être entièrement retravaillés et enrichis avec les ressources granulaires que nous proposons sur notre deuxième partie de la plateforme. Voilà. Donc, l'idée est vraiment ici que l'enseignant ne parte pas de zéro. Donc, encore une fois, je ne vais pas vous détailler les fonctionnalités de Moodle, je vais juste vous montrer comment un enseignant accède à nos contenus et comment il les insère dans son espace. Nous proposons donc un catalogue complet, comme l'a indiqué Ralph, pour le lycée pour le moment, le lycée général. Et donc, l'enseignant peut choisir parmi l'ensemble des thèmes d'histoire-géographie qui sont nécessaires pour ces 3 années au lycée. Comme l'a dit Ralph, je précise que quels que soient les niveaux de classe dont l'enseignant a la charge, il accède à l'ensemble des contenus disponibles pour le lycée. Alors, je vais prendre un premier exemple. On va prendre l'Afrique australe, donc, qui est bientôt en cours. Et donc, ce que fait l'enseignant lorsqu'il utilise un modèle ou le thème que nous proposons, il le copie dans son espace. Je ne vais pas modifier le titre. Voilà. Ce thème vient se copier dans son espace et à partir de ce moment-là, l'enseignant peut le personnaliser et modifier à sa guise. Il peut le mettre à disposition des élèves selon le rythme qu'il choisit. Voilà, on peut revenir dans l'accueil pour voir qu'il est venu s'ajouter aux 2 cours qui étaient déjà présents dans l'espace de l'enseignant. Si nous entrons dans le cours, la navigation se fait à travers les différents chapitres donc, du programme scolaire qui sont ici en onglet. Et puis ensuite, eh bien, nous avons dans ce chapeau de thème qui combine texte et illustration. Voilà. Les illustrations peuvent être visualisées plein écran pour une projection en classe ou un travail plus spécifique sur cette image. De même ici, pour cette cartographie. Et en bas, par exemple, un rappel du programme scolaire qui peut s'afficher dans une fenêtre secondaire. Si nous passons, autre exemple, dans le chapitre 1er, voici le chapeau, comme précédemment, des illustrations du texte, mais ici, dans les repères, un travail sur de la cartographie classique en image ici en bas, et ici en dessus, de la cartographie interactive sur laquelle nous travaillons beaucoup. Donc, vous avez le choix, vous pouvez déplacer, contextualiser ici l'Afrique australe en faisant tourner le globe, en zoomant, en dézoomant. Mais vous avez aussi la possibilité de changer de projection, par exemple de passer à une projection Mercator, là encore zoomable, une autre façon donc de comprendre comment s'insère l'Afrique australe dans le monde. J'en propose encore 2 autres. Une présentation conique moins intéressante peut-être pour l'Afrique australe, plus pour l'Europe, ou encore Robinson. Voilà, des méthodes pour montrer à l'élève des façons différentes de voir le monde. En dernier point, voilà, encore un exemple peut-être, on va aller dans cette image qui semble être une carte classique. Eh bien non, de la même façon que précédemment, on peut dézoomer cette image et donc avoir accès à l'ensemble des écorégions du monde. Nous ne présentons donc chaque fois dans ces cas de cartes interactives, non pas une carte, mais en fait un continuum de cartes. Et l'enseignant a juste à choisir là où il veut centrer la carte
Par exemple, on pourrait imaginer qu'il souhaite, dans un autre chapitre, se concentrer sur les écorégions du Brésil. Il met donc ses coordonnées par défaut, et à partir de ce moment-là, donc, il a une carte des écorégions sur le Brésil. Et il peut faire ça pour l'ensemble du globe, et non seulement pour les écorégions, mais aussi pour de la géographie physique, de la géographie politique, des données de population, etc. Donc, lorsque nous offrons une carte, ce n'est pas une carte, c'est en fait un continuum de cartes. Voilà, si nous revenons au cours. Autre point, nous avons des activités glossaires, donc des mots qui sont ensuite mis en relief dans le texte, et lorsqu'on clique dessus, on a sa définition à travers l'ensemble du thème du chapitre. Voilà. Si nous entrons maintenant dans un développement de cours, de la même façon, là encore une fois, nous avons des images que nous pouvons mettre plein écran, mais aussi le texte complet ici, que l'on peut mettre en plein écran, éventuellement pour une projection en cours. Ou si nous allons dans les documents, nous pouvons même, si nous souhaitons travailler spécifiquement un texte, voilà, partir sur ce texte ici et le projeter à l'écran, et ensuite éventuellement l'agrandir si nécessaire pour travailler avec les élèves en classe. Voilà. Dernier point peut-être, si nous allons sur un autre chapitre, là encore une fois, donc un chapeau de chapitre, avec un autre élément interactif ici, une pyramide des âges qui s'est ici, nous montre l'Afrique du Sud et un début de transition démographique dans ce pays d'Afrique australe. Mais si nous voulons le comparer, nous pouvons le faire très bien ici, en allant par exemple sur le Zimbabwe, qui nous montre que voilà, le Zimbabwe n'a pas encore, n'est pas une population très jeune et où la transition démographique n'est pas encore en cours. Voilà. Et donc, on peut le faire pour les 250 pays, les 200 et quelques pays du monde entier, la France par exemple, encore une fois, dans une perspective de comparaison, et donc la possibilité, là encore une fois, de choisir un pays que l'on met par défaut. Et donc, ce n'est pas une ressource, mais ce sont 200 ressources que nous avons dans un élément comme celui-ci. Donc, voilà pour un petit peu pour la partie géographie. Si nous passons à l'histoire, donc je vais revenir dans l'accueil. J'avais déjà téléchargé précédemment un thème sur la Première Guerre mondiale. Voilà. De la même façon, ici, navigation dans les chapitres du programme scolaire de ce thème par onglet ici en haut. Et puis, voilà, texte, image. Et ici, un élément supplémentaire, donc une frise chronologique synthétique sur les principaux événements de la Première Guerre mondiale. Là encore, elle est interactive. Lorsqu'on clique dessus, on peut zoomer, dézoomer, la déplacer et vérifier, voilà, trouver des éléments qui sont hors champ, préciser certaines choses, ou alors encore déplier une section ici qui nous indique des éléments voilà, supplémentaires. Si nous passons dans le chapitre premier, comme l'indiquait Ralph, nous travaillons aussi avec le H5P, donc un format interactif que les enseignants peuvent modifier eux-mêmes. Ici, nous avons inséré, par exemple, un élément de cartographie comparée. Donc, on peut visualiser la carte de l'Europe en 1914 et en 1923 sur un même écran. Ce sont les bornes donc, du thème ici étudié. Je reviens au cours. Là encore, nous avons un glossaire, bien sûr le programme plus général. Si nous allons dans le premier chapitre, donc nous avons un déroulé de cours, nous avons des documents, et donc un de nos côtés assez fort, si je puis dire, puisque c'est un petit peu ce qui a été à l'origine de cette plateforme, ce sont les vidéos. Et donc nous avons ici une vidéo sur la guerre des Balkans qu'on pourrait éventuellement utiliser en pédagogie inversée. Et donc, on peut la visualiser soit dans le contexte donc, du document lui-même ou en plein écran. Voilà. Je ne vais pas vous la dérouler entièrement. À ceci s'ajoute bien sûr l'ensemble des possibilités de Moodle d'insérer des activités spécifiques comme des quiz ou même des devoirs, donc une interactivité avec les élèves. Et ici, par exemple, un quiz après avoir visualisé cette vidéo, qui est une des options, et la deuxième, c'est une option de devoir, donc les élèves peuvent déposer soit un écrit, soit une image de leur écrit, et donc avec encore une fois les fonctionnalités de ce logiciel qui permet de choisir, donc cacher le premier élément, ou le second selon ce que l'on veut mettre à disposition donc, des élèves.
Quoi d'autre? Je crois Donc, voilà, tu as montré je veux dire, la partie cours et ce qui est une des forces aussi. Vous l'avez vu, énormément de documents, que ce soit des cartes, que ce soit des vidéos, que ce soit des éléments d'images, comme vous le voyez là. On va maintenant regarder la partie ressources documentaires. Cette base de ressources aujourd'hui est constituée de plus de 2000 ressources documentaires et d'animation. Jacob va vous montrer comment ça interagit avec la partie cours, comment faire appel à cette base de ressources. Et d'un point de vue fonctionnel, on retrouve la même philosophie, c'est-à-dire lorsqu'on va regarder la base documentaire, elle a le même découpage en thèmes et en années. Et en l'occurrence, dans les tuiles que vous voyez là, on va maintenant plonger dans quelques exemples de ressources. Oui, moi je vais reprendre donc la Première Guerre mondiale dans laquelle nous étions précédemment. Donc on sélectionne ces tuiles et donc nous avons les fiches de l'ensemble de ces ressources avec, bon, pour m'y retrouver, je vais les classer par popularité pour celles que j'utilise le plus souvent, avec toute une variété de typologies de documents, de l'image, du texte, de la vidéo, de l'audio, de l'interactif, comme vous l'avez vu, de la carte généralement géoréférencée, des graphiques, voilà. Un nombre donc très divers de types de ressources. Si nous entrons par exemple dans une ressource texte, nous constatons qu'il y a bien sûr une image. Avec cette image viennent des détails sur le document, la contextualisation, des mots-clés, des extraits, et nous essayons vraiment de fournir le plus possible les transcriptions complètes des documents, voire un PDF qui vient s'ajouter ici dans les documents alternatifs et qui sont téléchargeables. Donc là, encore une fois, lorsqu'on ouvre une fiche, ce n'est pas un document, ce sont généralement plusieurs documents. Et donc, si nous passons, prenons cette image ici, là aussi, donc des descriptions, des contextualisations, des mots-clés, une image que nous essayons, comme l'a indiqué Ralph, d'être de qualité minimum 4K pour les images, minimum 2K pour les vidéos, donc de qualité, avec des possibilités de téléchargement, de copie de liens de tailles diverses pour soit glisser-déposer, copier-coller dans les documents que vous avez, soit dans notre partie cours, nous verrons ça plus tard. Et puis aussi des outils graphiques qui permettent donc de découper différemment selon les souhaits donc de l'enseignant l'image que nous lui proposons. Je reviens. Voilà, cartographie, comme indiqué précédemment, là aussi avec une résolution importante quand c'est en format image. Des graphiques, là nous verrons aussi interactif en partie, format image d'autre part. Et puis, dernier point peut-être en dehors de toutes les fonctionnalités que permettent ce genre de système de gestion de ressources, c'est-à-dire des recherches complexes que l'on peut affiner, des classements, une possibilité ici en bas de créer ses propres sélections de ressources, donc de sauvegarder ses propres sélections de ressources, soit une, soit deux, qui correspondraient peut-être à un cours que vous voulez faire, que l'enseignant voudrait faire dans les jours qui suivent. Voilà, une manière de mettre de côté ce que l'on a trouvé, ce que l'on a recherché, et ce n'est pas très compliqué. Voilà, pour simplement rajouter ici une affiche de mobilisation, je clique sur le plus, et elle vient se rajouter dans la collection. Et ici, je peux en créer d'autres comme je le souhaite. Donc voilà, ça c'est pour la partie ressources. Si je passe vite fait maintenant pour vous montrer comment on intègre, comment on édite, je reviens dans la partie cours. Voilà. Bouton fondamental, c'est ce bouton ici en haut qui permet de passer en mode édition. À partir de ce moment-là, on peut déplacer, copier tous les éléments, modifier comme on le souhaite, les éléments dans le thème. On peut utiliser un presse-papier qui permet d'aller copier, par exemple, cet élément dans un chapitre suivant. Je pourrais le coller ici, par exemple, donc il serait ici. Voilà, mais je vais le ramener dans la première partie. Voilà. Et je vais replacer comme prévu précédemment. Je peux rajouter rapidement d'autres chapitres ou sections. Voilà, nous avons créé une nouvelle partie. Si j'ai rafraîchi la page, elle est venue s'insérer ici dans le menu supérieur. Voilà.
Je désactive le presse-papier. Pour très vite montrer comment on pourrait insérer un élément dans cette partie, dans ce deuxième point de ce développement de cours, nous cliquons sur « Modifier ». Voilà, nous sommes en mode édition. Je vais étendre un petit peu. Si je veux insérer ici une image, après avoir modifié du texte ou quoi que ce soit de ce genre, je clique ici, je parcours les dépôts. Ici, nous avons accès à toutes nos images du côté de la partie ressources et aussi, bien sûr, à la petite collection que nous avons créée de manière séparée et où je vais, par exemple, prendre la fiche de mobilisation pour l'insérer donc dans le petit paragraphe. Donc, je vais la mettre sur la droite. Voilà. Voilà, elle est venue s'insérer ici. Je fais enregistrer, je reviens. Et donc, nous avons maintenant inséré cette image dans ce chapitre. Un point plus général, voilà, vous avez un mode dyslexique ici pour l'ensemble du site, bon, si nécessaire. Et encore une fois, nous voulons surtout permettre à l'enseignant de ne pas être enfermé dans notre modèle. L'ensemble des thèmes qu'il a modifiés, il peut les télécharger ici, il peut sauvegarder son cours, ce thème, dans un format MBZ, donc le mettre sur son desktop et ensuite, éventuellement, s'il n'y a plus, voilà, de partir sur une autre plateforme Moodle, parce que vraiment, je pense que le MBZ, le format Moodle, est un des moyens d'échanger et de ne pas enfermer l'enseignant dans notre système uniquement. Voilà. Là-dessus, je conclus et je laisse peut-être Ralph finir. Oui. Dernier point peut-être aussi, c'est que chaque section est exportable en PDF pour permettre aux élèves de travailler hors ligne si nécessaire. Donc, voilà, c'est certes vraiment pousser du numérique, mais c'est aussi donner cette souplesse. L'objectif, c'était évidemment de vous montrer la philosophie, les fonctionnalités générales. On espère vous avoir donné un aperçu percutant d'Aleph 99 et de son manuel scolaire et de ses fonctionnalités de personnalisation, en particulier la qualité de la ressource documentaire. D'un point de vue modèle économique, Olivier a posé la question tout à l'heure. Nous, c'est 7,80 € par élève inscrit. Les enseignants, eux, ont un accès gratuit. Et comme vous l'avez vu, c'est l'enseignant qui va accéder à l'ensemble de la base de ressources et de cours et qui va décider de ce qu'il met à disposition de ses élèves. Et aujourd'hui, cette base, cette plateforme est dédiée à l'histoire géo pour le lycée Bois Général. Je vais en profiter donc d'avoir Barbara avec nous juste pour interagir un tout petit peu, puisque Barbara a substantiellement contribué à son contenu. Peut-être quelques mots, Barbara, tu es coordinatrice, donc formatrice et en même temps auteur de contenu des manuels d'histoire géo. Comment as-tu choisi les auteurs qui travaillent sur les manuels d'Aleph 99 ? Alors, bonjour à tous. Le choix s'est porté vraiment sur des enseignants qui sont tous en lycée, qui sont tous des pédagogues reconnus. Souvent, ils associent leur mission d'enseignement à des missions de formation également. Ils sont parfois aussi chargés d'enseignement dans le supérieur. Mais nous avons vraiment cherché à trouver des auteurs qui, à la fois du point de vue didactique et scientifique, évidemment, étaient solides, mais également pour qui tout ce qui était exercice interactif, tout ce qui était outils pour les élèves et pour les enseignants était un univers déjà bien connu, bien maîtrisé, afin d'offrir vraiment un panorama assez complet dans le contenu et dans les exercices. Génial. Alors, vous avez, dans ce contexte-là, aussi pu piocher dans la base de ressources très développée d'Aleph 99. Qu'est-ce que tu peux dire de ce contenu et de l'utilisation que les enseignants peuvent en faire ? Alors, d'abord, ce qui est intéressant dans cette base, c'est qu'elle est vraiment de grande qualité. Elle a été patiemment et depuis longtemps constituée. Hein. Elle n'est pas uniquement construite pour ce manuel. Elle est là, elle a été construite depuis longtemps par Jacob. La qualité est très importante. Toutes les images sont sourcées. Les cartes et les images sont d'une très très belle résolution. Et ça, c'est assez rare dans l'offre que l'on peut trouver actuellement. Et puis, les documents texte, par exemple, sont parfois très longs et on peut ensuite pratiquer soi-même
même son propre découpage. Et ça, c'est très important parce que voilà, on a un catalogue qui en plus est évolutif, il n'est pas figé. Le manuel va s'enrichir au fur et à mesure des années et nous-mêmes, nous pouvons enrichir ensuite cette base de données avec nos propres éléments que nous pouvons ajouter. Donc, cette interactivité et cette interopérabilité est vraiment très appréciable. Génial. Alors, tu as eu l'occasion de voir régulièrement des offres de manuels numériques. Pour toi, quels sont les points marquants, différenciants et forts peut-être de cette offre Aleph 99? Moi, ce qui m'a vraiment plu quand le projet m'a été présenté au départ, c'est la très grande adaptabilité de la plateforme. Elle est adaptable aux professeurs, à chaque enseignant avec sa méthode et son approche, à chaque élève également. Et donc, on peut vraiment pratiquer de la différenciation. On peut différencier aussi entre les classes. Quand on a un même niveau, une très bonne classe et une classe plus faible, on va pouvoir adapter le manuel en fonction des attendus, en fonction de la progression que l'on va mettre en place. Et donc, cette association d'adaptabilité, de simplicité et de progressivité, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et pour terminer, je dirais qu'un des éléments qui, à mon sens, est fondamental et qui est apparu notamment comme une évidence à l'occasion de ces multiples confinements, nous avons pris l'habitude maintenant de travailler parfois à distance, de communiquer à distance avec nos élèves, et on a vu apparaître une multiplication des supports. Multiplication des supports pour transmettre les cours, pour transmettre les documents, pour leur faire faire des exercices, pour communiquer avec eux. Et le gros avantage d'Aleph, c'est qu'on peut absolument tout cumuler, on peut tout faire à partir de cette plateforme, tout en n'étant pas lié à une marque, à un système, puisque ensuite tout est exportable. Et ça, c'est quelque chose pour quelqu'un qui pratique beaucoup le numérique comme moi, qui est vraiment fondamental. Super. Bah, écoute, merci infiniment, Barbara. Il y a peut-être un dernier petit point du fait du temps qu'on n'a pas montré, mais c'est que l'enseignant peut également apporter ses propres documents et les insérer dans un glissé-déposé, tout simplement, dans un cours. Donc, il peut vraiment apporter ses propres ressources, comme il le fait aujourd'hui, et permettre aux élèves de retrouver tout à un seul endroit. Voilà, Olivier, voilà pour tous la présentation qu'on voulait vous faire. Merci infiniment pour cette opportunité. Évidemment, s'il y a des questions. Une petite question, alors rapidement, pour être équitable en termes de temps de parole, mais la plateforme, ce que vous avez présenté, bien évidemment, enfin, est-ce que, alors, non, je relis ma question. Le fait que vous vous appuyez sur Moodle permet aussi de pousser une carte à un groupe, à une demi-classe, à une classe entière, etc. Oui, puisque tout ce que propose, enfin, le GAR a déjà ce découpage donc d'une classe, de groupe, et donc évidemment Moodle découpe, enfin notre Moodle reprend ces distinctions, et l'enseignant peut bien sûr créer des sous-groupes spécifiques. Là, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, il reprend systématiquement les découpages qui sont proposés par le GAR, puisque c'est une des impositions. Nous ne pouvons pas sortir du périmètre de ce que nous propose le GAR. Donc, l'enseignant a accès à ses élèves, mais par exemple, il ne peut pas avoir accès à d'autres élèves que les siens. Mais à l'intérieur de son groupe d'élèves, il a accès à ce découpage par groupe, etc. Oui. Ok, écoutez, merci beaucoup. Merci Barbara, merci Jacob, pardon, et merci Ralph. Merci encore Vincent également. Merci à vous. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, je sais que pour avoir fait plusieurs rendez-vous du numérique éducatif et plusieurs webinaires, les gens n'osent pas poser des questions. En tout cas, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, vous avez deux liens que j'ai mis dans le chat qui vous permettent de donner votre avis sur ce webinaire et de faire des demandes de code test. De toute façon, vous recevrez un document de synthèse qui vous montrera bien évidemment ce qui a été présenté ici et bien d'autres choses et bien plus. Nous, on travaille la main dans la main avec Histoire à la carte et avec Aleph 99, donc n'hésitez pas à faire appel à nous si vous êtes dans une région qui est en marché, etc. En tout état de cause, l'information circule et de toute façon, Ralph, Jacob, Barbara ou Vincent auront in fine l'information ou la question que vous porterez. Voilà. Donc, je ne me reste plus qu'à vous remercier, à renouveler mes remerciements aux éditeurs qui se sont prêtés à cet exercice qui peut être techniquement complexe. Merci à vous. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
Au Au revoir. revoir.